Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Avancée du projet de la vallée de la Benoué, la 6e et 7e session du projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée de la Benoué s'est tenue récemment à Lagdo et Garoua. Cet événement a permis de faire le point sur les avancées du projet visant à dynamiser les potentialités agricoles et économiques du Nord. Lancement des exportations de bauxite de Mini-Martap. Les premières exportations de bauxite de Mini-Martap sont prévues pour mai 2025 selon le ministre des Mines qui a récemment lancé le projet d'exportation. Ce projet minier transformera les localités concernées et stimulera l'économie nationale. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous honorer par votre présence. Démarrons ce journal par la 6e et 7e session du projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée de la Benoué qui a récemment eu lieu à Lagdo et à Garoua. Cet événement a été l'occasion de faire le point sur les avancées réalisées dans ce projet ambitieux qui a pour objectif de dynamiser les potentialités agricoles et économiques de la région du Nord. Sous la conduite de notre guide Boubakari Adama, nous vous invitons à découvrir les perspectives prometteuses qui se dessinent pour une mise en œuvre efficace de cette initiative. Suivant. La 6e et 7e session du projet Viva Benoué s'est tenue les 10 et 11 juillet 2025 à Lagdo et à Garoua. Cette session a été consacrée à l'évaluation des états d'avancement des travaux et des perspectives pour une bonne réalisation du projet. Les travaux ont débuté par une descente sur le terrain menée par M. Zoutene Doufene, directeur de la planification et de l'aménagement du territoire, représentant du MINEPAD. À ses côtés, Mahamad Abibou, le coordonnateur du projet Viva Benoué. L'équipe a examiné la rive droite du projet où les travaux de construction du canal d'irrigation sont en bonne voie. Ce canal permettra l'irrigation de plus de 212 et 910 hectares de terres agricoles. Monsieur Mohamed, chef de mission de contrôle de la base Sino-Hydro l'O1 et l'O2, a apporté des éclaircissements sur les ambitions du projet. On a dit que la cadence d'avancement s'est nettement améliorée. Donc, on a atteint pratiquement un avancement global pour le loin les travaux sur la rive droite qui concernent l'aménagement de 3065 hectares avec une réhabilitation sur 1100 hectares. Pratiquement, les travaux de réhabilitation avancent très bien, vont être incessamment finis d'ici dans 2 mois maximum pour la remise des parcelles à leurs bénéficiaires. Des ambitions meilleures pour la pérennisation du projet ont été inspectées à l'exemple du centre d'innovation technologique du projet Viva Benoué, un joyau architectural qui sera bientôt habité par les personnes indiquées. Le centre de gestion de l'économie rurale a fait l'objet d'une visite particulière où les membres du CEGER ont été présentés à tour de rôle. Le système de gestion efficace mis en place pour le futur a été salué par les participants. Les agriculteurs, premiers bénéficiaires du projet, ont exprimé leur joie et leur satisfaction. Ils ont souligné l'impact positif que ce projet aura sur leur vie et leur travail. Chaque campagne, d'autant plus on fait 2 campagnes par an. Chaque campagne on nous donne une compensation qui va se placer à la zone où on devrait produire et qu'on n'a pas eu à produire. La visite de la rive gauche a permis de constater l'avancement des travaux de construction de l'usine de fabrication des canaux de conduite d'eau. Plus d'une centaine de conduites ont déjà été fabriquées et seront bientôt installées pour permettre l'irrigation des terres agricoles. La deuxième journée de la session a été consacrée à l'évaluation des états d'avancement des travaux et des perspectives pour une bonne réalisation. Les participants ont discuté des défis rencontrés pendant la saison pluvieuse qui ralentit l'avancement des travaux. Un planning de rattrapage est envisagé pour combler ce vide. Vous savez que le projet Viva Benoué, c'est un projet d'infrastructure. Il y a des contraintes qui empêchent notamment que les travaux avancent normalement. Il y a par exemple
les périodes de pluie où on ne peut pas accéder dans le périmètre et ça bloque les travaux. Mais pour remédier à cela, nous avons demandé aux entreprises qui exécutent les travaux de pouvoir mettre à la disposition du maître d'ouvrage un planning d'accélération des travaux, donc un planning de rattrapage pour permettre que les travaux puissent être livrés dans les délais contractuels. Les meilleures réalisations sont notamment ceux de la zone 212 et 910 hectares, l'aménagement de 50% de la zone de 1014 hectares, la construction de la digue, la construction des routes et la pose des conduites tertiaires. Le président de la séance a clos cette session par une note d'encouragement à toutes les parties prenantes, les invitant à collaborer étroitement avec la population pour une réalisation meilleure et dans le délai. Toujours en économie, les premières exportations de la bauxite de Mini-Martap sont prévues en mai 2026. C'est une déclaration du ministre des Mines qui vient de procéder au lancement technique du projet d'exploitation de ces minerais. Une occasion pour indiquer que la mise en route de ce projet minier va non seulement transformer les localités concernées, mais également booster l'économie nationale. Marcelin Gansop. 9 mois. Voilà le temps que se donne le gouvernement et son partenaire Camalco pour transformer le rêve en réalité, à savoir les premières exportations de bauxite. Ce lancement technique marque un tournant décisif dans la mise en route du projet d'exploitation de la bauxite de Mini-Martap. Ce n'est plus question de promesses. Les projets ont démarré et j'ai donné les échéances pour chaque activité. Et d'ici 9 mois, nous allons commencer à parler de première exportation de bauxite jusqu'à Douala. Outre la construction de la mine à ciel ouvert, le projet intègre également plusieurs réalisations à fort impact social et économique. Lancement des travaux de construction des infrastructures routières longues de 45 km permettant de relier le site minier à la gare de Makor. Le lancement des travaux de construction de voies d'accès à la gare minéralière de Makor. La réhabilitation des infrastructures ferroviaires sur une distance de 600 km entre Makor et Douala à partir de septembre 2027. La commune de Martap, fortement enclavée, en attend également de l'exploitation de sa principale ressource naturelle. La commune va profiter sur les 10 tonnes, il y aura 3 tonnes pour la commune. Donc en ce temps, on aura assez de moyens. Et comme ma commune est tellement vaste, je pense que partout nous allons faire des projets. Bon, vous connaissez la commune, c'est les hôpitaux, après les écoles, les forages et autres. Le gouvernement ne doute pas de la capacité de ce projet à améliorer non seulement la finance locale, mais davantage à booster l'économie nationale. Nous avons un projet qui va à la fin transformer 3,5 millions de tonnes de bauxite en alumine. Sur chaque 10 tonnes, une tonne de bauxite revient à l'État. Mais il y a aussi les dividendes, 10%. Il y a aussi 33% des impôts à payer. Il y a aussi les transports parce que chaque tonne de bauxite va être payée. Après les discours, l'entreprise entend passer directement à l'action afin que les fruits commencent effectivement à tenir la promesse des fleurs dans 9 mois, c'est-à-dire en mai 2026. En politique et en prélude aux élections du 12 octobre prochain, Elections Cameroun ajuste d'abord sa stratégie à travers la première session de plein droit tenue le 16 juillet à Yaoundé. Le Conseil électoral jette les bases d'un plan d'action pensé pour le terrain jusqu'aux confins du pays. Delphine Foncotené pour les précisions. C'est une session stratégique aux résonances décisives. Ce 16 juillet, les membres du Conseil électoral enclenchent la première session de plein droit consacrée à la présidentielle du 12 octobre prochain. Objectif, convenir d'une feuille de route aussi concrète qu'efficace. En dehors de superviser le scrutin, il s'agit également d'en garantir la transparence, la crédibilité et surtout la paix du processus. Les membres du Conseil électoral présidentiel ne se trouvent pas uniquement à Yaoundé. D'où l'ambition d'un déploiement sur le terrain pour toucher du doigt les réalités et les contraintes. Il est également prévu dans les semaines à venir une descente sur le terrain du Conseil électoral à l'effet d'évaluer l'état de préparation dans les démembrements territoriaux et d'apprécier aussi bien le climat sociopolitique dans les différentes circonscriptions électorales que l'état d'esprit du personnel. Évidemment, en cette veille électorale,
une attention particulière sera accordée aux régions en proie aux défis sécuritaires. Les travaux de cette session sont aussi une opportunité pour chaque membre du Conseil électoral de réaffirmer son engagement à la réussite du scrutin présidentiel à venir. Nous nous engageons à devenir les gardiens intransigeants. Cependant, cette ambition exige un engagement collectif, sans réserve, à faire prévaloir l'intégrité sur tout autre intérêt particulier et à ériger la responsabilité civique en boussole de nos actions. Je vous exhorte donc, mesdames et messieurs, à faire de notre collaboration un atout décisif pour la réussite de ce rendez-vous démocratique. De loi. Le 19 alinéa 1 du Code électoral est sans ambiguïté. En période électorale, le Conseil électoral se réunit aussi souvent que nécessaire. Et l'alinéa 2 précise, le Conseil électoral se réunit au moins une fois tous les 15 jours sur convocation du corps électoral. La machine est donc en marche. Et dans ce sillage, le défi de l'ordre le défi du maintien de l'ordre en période électorale pour un scrutin crédible, transparent et apaisé est le thème d'ouverture de la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions en titre de l'année 2025 à Yaoundé. À cet effet, nous vous proposons d'écouter ce reportage de Daniel Anissé-Boudio. Je voudrais être clair à ce sujet et je le dis d'autorité. C'est une mise en garde sans détour, mais finement adressée. En ouvrant la première conférence semestrielle des gouverneurs ce mercredi à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale frappe fort. Sans jamais le nommer, Paula Tangandji a clairement visé Maurice Kamto, président du MRC, sur la question de l'éligibilité à la présidentielle de 2025. Le MINAT déterre un épisode de 2020 pour rappeler une réalité juridique que certains voudraient, selon lui, ignorer. Je à tout le monde, ou à ceux qui sont très intelligents, qu'il ne faut pas chercher à pleurer au deuil de quelqu'un d'autre, plus que celui qui est en deuil. Celui qui a boycotté les élections est dans une situation de deuil. Laissez-le pleurer son deuil lui-même. N'intervenez pas pour lui. Pour étayer ses propos, Paula Tangandji fait à nouveau projeter cette vidéo datée de 2020 dans laquelle s'exprime le leader du MRC. Le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel. Ce rappel, précise le membre du gouvernement, vise à couper court aux interprétations erronées circulant sur les réseaux sociaux. Le message est clair. L'État entend maintenir la rigueur dans le processus électoral. L'ordre public sera renforcé et maintenu avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Les écarts de comportement, les discours de haine, la promotion du tribalisme, l'apologie du terrorisme seront sanctionnés avec la plus grande fermeté et sans état d'âme. Dans un contexte préélectoral sensible, Yaoundé renforce le contrôle du discours politique et médiatique. Et les gouverneurs sont appelés à rester vigilants sur l'ensemble du territoire. Fait de société, un jeune homme de 18 ans a été brûlé par son patron dans la ville de Tchang. L'employé a été accusé d'avoir dérobé une somme de 70 000 francs CFA. Ligoté en présence de certains de ses collègues, il a subi de graves préjudices et aurait la vie sauve grâce à l'intervention d'un proche et de sa mère de passage dans le coin. Ces derniers vont le conduire à l'hôpital annexe de Tchang où il est admis en soins intensifs. Robert Kenyé et Vivien Tonfak. À l'hôpital régional annexe de Tchang, Brunel Azemo lutte contre la mort depuis quelques jours. La peau est desquamée et il perd déjà de l'eau un peu de partout, avec une notion de douleur aiguë sur le visage et sur le cou. À l'origine de son état, un acte plein de cruauté que ce jeune âgé de 18 ans a subi du nommé Bruno Nia alias Papa Guiné, propriétaire de ce lieu de débauche. À la triste réputation dans la ville de Tchang, il accusait Brunel, un de ses employés, d'avoir distrait de la recette du week-end dernier la somme de 70 000 francs CFA. Et comme châtiment, il a décidé de le brûler vif. Pour exécuter sa sombre sentence,
Il se sert des autres employés pour neutraliser Brunel avant de passer à l'acte. Il y avait une moto garée devant le snack. Il a porté la bouteille de la bière. Il est parti mettre le carburant dedans. Il est venu. J'ai subi, je ne pouvais pas mettre mon argent. Il m'a pas compris, il m'a dit que je ne peux pas le payer. Il m'a dit que je lui donne 2 millions, je peux lui donner. Je dis que mais 2 millions, comment on va? Autant nous disons qu'on connaît ce que je te dois 70 000 francs. Il m'a dit que c'est pour ça qu'il ne peut pas m'envoyer comme ça, il y a pour 70 000. Ayant accompli son plan diabolique en présence des autres employés indifférents, Papa Guinée laisse sa victime agonisante. Elle sera secourue par un proche de sa mère de passage dans la zone. Alors que je me suis relevée, j'ai vu l'enfant ici. Je voulais même mourir. C'est mon voisin là qui est venu me flatter comme que est la mère. Sois fort maman, sois fort maman. Elle dit que c'est quoi? J'étais déjà refusé que ne pas plus là-bas. J'ai déjà compris l'histoire de la maison, la rester à la maison. Si la direction de l'hôpital régional annexe de Tchang rassure quant aux mesures prises pour sauver la vie à ce jeune, elle est cependant formelle sur les séquelles qu'il portera le restant de sa vie. Il est hors de danger, quoi. Il ne peut pas mourir, mais il peut avoir légères séquelles sur le visage. Papa Guinée, l'homme cruel, a été interpellé et placé en garde à vue. Son snack bar dénommé Las Vegas fermé par une décision du sous-préfet de l'arrondissement de Tchang. À Douala, 4e, les fortes pluies qui tombent sur la métropole transforment les rues et les cours de maisons d'habitation en de véritables piscines affectant la santé des populations et paralysant aussi leurs activités quotidiennes. Les familles se trouvent prisonnières dans leur propre maison. État des lieux avec Clarisse Fotso. 2 enfants à bas âge traverse ce petit lac qui s'est créé suite aux fortes pluies torrentielles qui s'abattent sur la ville de Douala depuis quelques jours. Les précipitations se sont poursuivies jusqu'au petit matin de ce mercredi, causant d'énormes dégâts. Nous sommes dépassés avec l'eau. L'eau a entré dans la chambre, dans la douche. On a nu comme ça. Nous sommes les orphelins, on ne dort plus à cause de l'eau. Bientôt les gens vont se noyer dans ce quartier. Je suis un handicapé, je ne peux même pas sortir. Voilà mon remède, c'est mouillé. Le sachet l'autre jour c'était mouillé, j'ai séché. Cette nuit encore c'est mouillé de manière irrécupérable. Une souffrance à laquelle sont désormais habitués les riverains du quartier Pamdjo dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Ici, à chaque pluie torrentielle, les habitants n'ont d'autre choix que de vaquer à leurs occupations à la nage. Pour ce doyen du quartier, cette situation est le résultat direct de l'urbanisation anarchique. Les zones vertes, censées absorber l'excès d'eau de pluie, ont été progressivement remplacées par des constructions. En 77, là, j'étais loin en haut par rapport à l'eau. Il y avait une forêt entre moi et l'autre bord de rive. Une forêt qui nous séparait, on disait que c'était une zone verte. Et cette zone verte-là, aujourd'hui, qui est occupée par des maisons. Les habitants à bout de souffle lancent un cri de détresse aux autorités. Demandez à la communauté urbaine, à la mairie, de venir faire le travail. C'est tout ce que nous demandons à la mairie. Trouver le passage où l'eau va passer. On n'arrive pas à dormir. Quand il pleut un peu, on est mal à l'aise. En attendant une réaction des pouvoirs publics, les habitants continuent de vivre dans l'angoisse, espérant qu'un jour, leurs cris de détresse seront enfin entendus. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable fin de journée. Au revoir.